Bonsoir et bienvenue dans cet entretien dans le cadre de l'émission Perspective. Perspective, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir M. Patrick Balelo. Il n'aime pas ça, mais il est ça. Il est analyste politique, indépendant, mais il aime plutôt qu'on dise de lui qu'il est auteur et chercheur dans le domaine des sciences de l'éducation. Il a déjà fait des recherches sur le système éducatif congolais et a montré que le système éducatif traditionnel, je veux dire, a des pans qu'on peut exploiter pour apporter à notre système éducatif moderne, mais également il a relevé dans le système éducatif tel qu'il se pratique des limites qui constituent un frein au développement véritable de notre pays. Avec lui, nous allons justement parler du système éducatif, c'est que l'éducation donne aux enfants. Mais parce que l'éducation est liée à la vie, l'éducation pour la vie, nous allons évoquer également la question de migrants. Vous avez suivi récemment, en Libye, plus précisément, on a parlé des migrants africains noirs, en majorité, qui ont été vendus comme des esclaves. Mais nous allons parler également de la visite du président Macron en Afrique. Macron est parti de l'Afrique francophone, disons ça, en Afrique dite anglophone, au Ghana plus précisément. Mais puisqu'il faut avoir les pieds sur terre, nous allons parler des réalités de chez nous. La marche de l'opposition qui a été non permise, est-ce que c'est ça l'expression? Bon, disons ça, non permise par le pouvoir, mais qui a contré également, qui a été contré par la police ainsi que l'armée. Monsieur Patrick Balelo, bonjour. Bonjour, monsieur Luc. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Je sais que il n'y a pas longtemps, je vous ai reçu sur ce même plateau. Oui. Là, dans le cadre de vos recherches, comme chercheur, je l'ai dit, Ouais. en sciences de l'éducation. Ouais. Mais sciences de l'éducation, c'est une science de la vie pour le pays. Ouais. Alors, comment vous allez dans vos recherches? La question n'est pas bien, je ne l'ai pas bien comprise au fait. Quand vous dites comment, c'est dans quel aspect au fait, dans quel angle vous voulez l'aborder? Comment vous allez et comment vont vos recherches? Mes recherches évoluent parce que c'est quasiment chaque jour que je continue à faire mes petites enquêtes, mes petits tests. Et à mon niveau, en réalité, j'ai quasiment déjà pu résoudre un bon bout de problème. J'ai pu résoudre une série de questions dans ce secteur-là de l'éducation et ça ne reste qu'à être appliqué au fait pour que nous puissions sentir les effets. Nous allons en parler tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que votre recherche en sciences de l'éducation, comme vous le dites si bien, j'espère, va impacter sur la vie des Congolais, sur la vie des Africains? Au fait, la valeur d'une société, c'est surtout par rapport à son capital humain. Quand un pays qui est une société d'humains n'a pas un capital humain compétitif, eh ben, vous ne pouvez rien espérer de bon. C'est comme si vous construisez des châteaux et vous faites entrer à l'intérieur, par exemple, de porcs. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Quelque temps après, vous allez vous rendre compte que ça ressemblera à une porcherie. Tout à fait. C'est quasiment sur cet angle de vue qu'il faut comprendre la nécessité de la question de l'éducation. Parce que à un moment, c'est la question fondamentale pour pouvoir imaginer une société émancipée et mieux développée. Alors, votre recherche, le fruit de votre recherche, vous croyez pouvoir le mettre à la disposition des hommes ou le mettre à la portée des porcs, de la porcherie, que vous faites entrer dans la maison des hommes? Le parallélisme avec la porcherie, c'était juste pour vous montrer l'importance
Chez les animaux, on appelle ça dressage. Je veux bien, mais chez les humains, c'est l'éducation. Oui, mes recherches à moi se basent sur les humains, c'est pas sur les porcs, c'est sur les humains, les Homo sapiens congolais, et c'est sur eux que devait être appliquée la pensée que je compte mettre en place, au fait. Alors, notre éducation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la logique de l'émergence 2030. Ça, c'est l'idée lancée comme ça par le chef de l'État. Oui. Et d'abord, ce n'était pas 2030, ça a dû changer. C'est de la politique. Après quelques années. Oui. Alors, notre système éducatif oui. a-t-il des atouts pour nous permettre d'accéder justement à l'émergence à l'horizon 2030? Pour être franc, depuis que j'ai eu à mener mes recherches, c'est que j'ai conclu il n'y a quasiment pas de points positifs dans l'actuel système éducatif. Il n'y a que du négatif? Il y a plus du négatif que du positif, parce que le positif n'est quasiment pas assez perceptible. Alors, en fait, je fais ce parallèle. J'aime être positif. Ouais. Commençons par le positif. Ouais. Pardon. Commençons par le positif. Qu'est-ce qu'il y a du positif dans les systèmes éducatifs actuels? Le petit extrait du positif, selon moi, parce que je fais cette comparaison par rapport à ce qui était avant. Avant les sociétés modernes que nous avons. Vous voyez? Je fais cette comparaison par rapport à ce qui a été avant. Donc les sociétés traditionnelles ou l'Afrique impériale, avant l'arrivée de colons, des barbares occidentaux qui sont arrivés ici. Et par rapport à ces parallélismes-là, c'est là que je dis qu'il n'y a pas assez de points positifs. Je trouve les rares points positifs que je pourrais épingler par rapport aux sociétés dans l'ensemble du territoire congolais. Je pourrais par exemple évoquer l'institutionnalisation de l'éducation. Parce que à l'époque ancienne, ici en Afrique, en RDC, parce que la RDC en réalité c'est le fruit de la conférence de 1885. Parce qu'avant 1885, on ne peut pas parler de la RDC. À Berlin. Il y avait, oui, à Berne. Il y avait, non, à Berlin. À Berlin. À Berlin, ouais. Oui. Il y avait des structures étatiques, des empires, de royaumes et consorts. Et quand j'ai eu à étudier tout ce qui se faisait dans toutes ces différentes structures sociétales, je me suis rendu compte que ça manquait cet aspect-là d'institutionnalisation. C'est-à-dire, l'administration publique se charge de la formation de tous les individus. L'éducation avait un caractère d'être, comment je pourrais dire, transmise par les familles. C'était les familles qui portaient la vision de l'éducation qu'il fallait au type de citoyen par rapport à la famille ou au clan, par exemple. Et par rapport à l'actuel système, on se rend compte que c'est l'État qui a pu récupérer cela, qui a pu institutionnaliser cela. Et puis, la deuxième chose que je pourrais trouver d'intéressant dans ce système, c'est la démocratisation de l'écriture. On a tendance à dire que dans l'Afrique ancienne, il n'y avait que la tradition orale. Or, c'est faux. Dans l'Afrique ancienne impériale, je parle plus de la période impériale, je ne vais pas dans la période antique des Égyptes, Méroé et consorts. Tout à fait. Par rapport à la période impériale, c'est-à-dire la période entre le 900 jusqu'à 1500, ou même après, il y avait des systèmes d'écriture ici en Afrique. Mais ces systèmes étaient très élitistes. La majorité du peuple ne pouvait pas avoir accès à cela. C'était réservé aux élites, au fait. Mais tandis que dans l'actuel système, la singularité, c'est la démocratisation de l'écriture. Or, la démocratisation de l'écriture implique quelque chose de très fondamental, la libéralisation de la connaissance. Aujourd'hui, on a accès à la connaissance de manière rapide qu'on saurait comparer à aucune autre société avant. Parce qu'aujourd'hui, il me suffit de faire quelques petites recherches, par exemple, sur Google. À la seconde, j'ai quasiment les connaissances que j'ai besoin. Tandis qu'à l'époque, par exemple, des années 1500 ou 1900 ou 1600, il fallait faire des grands déplacements pour aller chercher dans une bibliothèque. Vous pouvez passer des années pour aller dans une bibliothèque, pour aller apprendre des connaissances. Ou peut-être il faudra aller chercher un monsieur. Les détenteurs de connaissances en Afrique ancienne, par exemple, chez nous, ici, on les appelait les Nganga. Parce que le terme Nganga, c'est un terme un petit peu dont on a changé le contenu sémantique pour en donner une autre direction. Mais le terme Nganga, dans son essence, ça veut dire, en quelque sorte, en français, un génie. Qui crée. Un génie, voilà. Un génie créateur. Un savant, en quelque sorte. Tout à fait. Par exemple, pour laquelle on parle des Nganga Nzambe, donc les génies dans le domaine
de Dieu, de la spiritualité, Ngangankisi, Monganga, Nganga qui traite les maladies, le docteur et consorts. c'est ça. Il y avait plusieurs sous-disciplines. Donc, c'était ces rares personnes qui pouvaient détenir ce type de savoir. Or, aujourd'hui, avec la démocratisation de l'écriture, ben, on a accès aux documents même le plus compliqués, facilement. Il suffit juste de petites recherches ou d'un petit livre, vous le captez. Donc, pour moi, ce sont les deux avantages que je pourrais dire majeurs, mais bon, mis par positif D'accord. du Alors, système actuel. maintenant, on passe à ce que vous voulez dire. Ouais. Le négatif dans ce que vous avez constaté dans notre système éducatif actuel. Le négatif, bon, je pourrais prendre 5 points clés, en fait, parce que si on devait attaquer tous les autres sous-secteurs, ce sera un long sujet. Dans les 5 points clés, d'abord, dans les systèmes apportés par les Occidentaux, exogènes apportés par les Occidentaux, on a pu réduire le concept de l'éducation au concept de l'enseignement. C'est quelque chose déjà qui a un très grand impact. Parce que c'est quoi? L'éducation vise à former l'individu dans toute son intégralité, c'est-à-dire lui accorder le savoir-faire qu'il faut, lui accorder les connaissances sur le savoir-être que la société pense être important pour qu'il soit vivable, en fait, lui accorder la connaissance de l'être, c'est-à-dire la connaissance de ce qu'on est, et puis finalement lui accorder des savoirs vagues qu'on appelle peut-être la culture générale. Ce sont les 4 grandes dimensions d'une éducation complète. Or, avec l'arrivée des Occidentaux, eh ben, c'était durant les périodes de l'ère de l'industrialisation où il fallait avoir des main-d'œuvre qui devaient exécuter des tâches bien spécifiques. Vous comprenez cela? Donc, de main-d'œuvre dont on pouvait employer. Parce qu'un employé, c'est un instrument en quelque sorte pour réaliser une tâche bien spécifique. Vous voyez? C'était durant cette période de l'industrialisation où les sociétés occidentales ont pu réduire le concept éducation à celui de l'enseignement, c'est-à-dire la transmission du savoir-faire et du savoir. Vous comprenez cela? C'est la singularité de l'éducation à l'occidental telle que nous avons reçue, parce que durant ces époques-là, c'était durant l'époque où les Occidentaux voulaient exploiter grandement nos terres ici en Afrique, et par conséquent, ils avaient besoin des instruments humains qui devaient les aider de pouvoir accomplir ces tâches, et ils ont pu réduire ce concept en s'arrêtant sur un savoir-faire. Mais ce savoir-faire était aussi orienté dans un domaine bien spécifique. Parce que le savoir-faire, c'est la dextérité par rapport à un domaine spécifique. Mais tandis qu'il y a quasiment 3 domaines de base qui peuvent aider une nation de pouvoir s'émanciper. Il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire et puis le secteur tertiaire pour qu'une société évolue correctement. Le primaire s'occupe plus de personnes qui créent. Le secondaire, c'est plus de personnes qui transforment ce que le primaire crée. Et le tertiaire sont ceux-là qui gèrent ce que le primaire et le secondaire font. Or, l'éducation à l'occidentale, telle que c'était venu imposer ici en Afrique, particulièrement au Congo, ils ont plus axé leur éducation dans le secteur tertiaire, leur savoir-faire dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire des administratifs, des personnes qui devaient gérer. Parce que le primaire, pour eux, c'est là où ils allaient extraire nos matières premières. Le secondaire, c'est de retrouver trop souvent chez eux. Et nous étions avec le tertiaire qui devait faciliter la sortie de tout ça. Et ils ont pu abandonner les autres dimensions de l'éducation, entre autres le savoir-être et la connaissance de l'être, aux églises, dont nous savons qu'originairement, ils n'étaient pas venus pour pouvoir nous aider ici en Afrique. Ils étaient plutôt venus pour aider l'Occident de mieux mettre en place la domination ici en Afrique, au fait. Donc, le premier aspect de point de défaillance que je trouve dans ce système, c'est la réduction du concept éducation à celui de l'enseignement. Donc, le deuxième point, c'est l'aspect complètement inégalitaire du système. Puisqu'elle est axée sur le secteur tertiaire, eh ben, il s'efforce à ce que tous les enfants sortent de la même façon, aient le même type de potentialité dans le domaine tertiaire, tout en oubliant que tous les enfants ne sont pas identiques. Chaque enfant a ses singularités, chaque enfant a ses passions, et les passions, c'est l'élément singulier qui nous motive par rapport à un domaine spécifique, et ainsi, avec un tel système, nous obtenons un élitisme
très déplacé. Dans quel sens? Vous mesurez tous les enfants avec un même, comment on appelle ça? Élément de mesure, comment on appelle ça? Le baromètre. Le baromètre. Avec un même baromètre, au moment où tous les enfants ne sont pas identiques. Vous voulez assez qu'ils sortent dans les seuls domaines que vous avez imposés, tout en oubliant que chacun a ses singularités et ils auraient pu mieux évoluer dans le domaine spécifique qu'ils pourraient avoir des dextérités. C'est comme cela qu'on dit des Américains, que tous les Américains portent un même chapeau. Voilà. C'est-à-dire tous sont taillés de la même manière pour un même objectif. Bah, ils ont une même finalité, la finalité de faire avancer la société, mais que chacun se diversifie dans un domaine où ils se sont plus à l'aise. Mais ce qui n'existe pas chez nous. Ce qui n'existait pas dès l'entrée de l'école en 1906 ici en RDC. Parce que tous les enfants, ils avaient besoin des administratifs, mais aussi des hommes des petits métiers qui devaient permettre à ce que ces administratifs puissent mieux exploiter. Est-ce que les choses ont changé? Il serait mieux que je finisse d'abord le changement parce que c'est très important. Termine. L'autre point, l'autre sous-point dans cette inégalité, c'est un système qui a été axé dans l'individualisme. Quand vous regardez les sociétés anciennes, africaines, vous vous rendez compte que les enfants, quand on les formait, eh ben, les enfants travaillaient toujours en groupe. Vous voyez? Ils travaillaient en groupe, on les apprenait en groupe, ils savaient respecter la part de l'autre. Donc, et c'était une éducation qui leur permettait d'avoir la maîtrise d'un savoir-vivre. Or, avec le système occidental, c'est l'individualisme qui prime. Chacun se force à être premier dans son coin, à dépasser les autres, tandis qu'ils n'ont pas les mêmes aptitudes. Vous voyez? Et cela se fait que les autres là qui n'arrivent pas à rejoindre ceux qui semblent exceller, bah, dans leur esprit, il y a une forme de complexe d'infériorité qui s'installe. Et chez ceux-là qui semblent évoluer rapidement, il y a comme une forme de complexe de supériorité. Vous voyez? L'individualisme s'est placé avec le système. Et l'individualisme, c'est ce qu'on appelle ici au Congo, Mutema Mabe, au fait. Parce que l'individualisme nous pousse à l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est ça, si on cherche un concept qui peut équivaloir en lingala, c'est le Mutema Mabe. C'est ça. C'est ça, la plus grande, comme Oisé l'a dit, la plus grande richesse ici en RDC. Et puis, il y a un autre point clé. Les contenus de matière à donner aux enfants. Ce sont des contenus en total déphasage avec les réalités socio-économico-politiques africaines. D'accord. Axé sur l'acculturation. Parce qu'il faut le savoir, là je vous rappellerai sur les politiques appliquées par les colons quand ils sont venus ici en Afrique. Eh bien, il y avait deux politiques clés de pillage de ressources en Afrique. Il y avait ce que les Anglais ont mis en place, qu'on appelle le self-government ou l'indirect rule, qui consistait à laisser les autochtones avec leurs structures anciennes s'autogérer, mais pourvu qu'ils payent ce qu'ils doivent aux colons. Vous voyez? Mais le français avait mis en place un système extrêmement dévastateur plutôt, le système d'aliénation qu'on a appelé assimilation coloniale. Cela veut dire quoi? Que les citoyens autochtones, au-delà du fait que vous deviez leur payer les histoires, ils vous gardent dans une condition d'infériorité, mais que vous deviez vous identifier à leur culture. Vous voyez? Tout en abandonnant vos cultures. Et raison pour laquelle ne soyez pas étonnés lorsque vous constatez ici au pays, pour que quelqu'un soit considéré d'intelligent, il se force à parler comme un blanc, à manger comme un blanc, à se coiffer comme un blanc. Vous voyez même nos femmes ici, elles se forcent totalement à défriser les cheveux pour ressembler au type caucasoïde. Ou carrément mettre des produits sur le visage pour ressembler aux blanches, aux personnes un petit peu plus claires. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Et elles commencent à bouger la voilà. tête. Et elles se sentent à l'aise, en fait. Elles se sentent, on dirait comme ça, on dirait qu'elles sont jolies, mais en réalité, c'est pas ça. Vous voyez? Elles se forcent à fuir tout ce qui a trait à l'Africain. Et les conséquences de ça, c'est quoi? Celui qui ne sait pas s'aimer, ne sait pas aimer celui qui le ressemble. Vous voyez? Parce que moi, par exemple, j'ai une peau noire que je me force à fuir. Pensez-vous que quand je vois en face de moi quelqu'un qui a cette peau noire, saurais-je l'aimer comme il se le doit? Non. Raison pour laquelle vous ne serez pas étonné lorsque vous constatez ici chez nous, partout dans tout le continent, on ne nous aime pas. Là, il faut le dire clairement. Les Arabes ne nous apprécient pas trop. Je ne dis pas tous les Arabes, mais en général. Parce que quand vous entrez dans la philosophie du christianisme ou de l'islam, on a tendance à nous léguer dans la descendance d'un monsieur, soi-disant Cham, je ne sais pas. Donc, on nous a déjà infériorisés, même dans leur religion. Et vous vous rendez compte, quelqu'un qui fuit cette africanité, saurait-elle aimer celui qui le ressemble?
c'est tout à fait logique qu'ils puissent manifester de l'amour aux autres gens qui viennent, plutôt qu'à celui qui lui ressemble. Comme et l'on dit que les Africains, d'après les indépendances, sont pires que les colonisateurs. Qu'avec les Africains, la situation est devenue pire. Ce qu'on appelait les Mindele Ndombe. Donc, ils sont pires que les Blancs. Je ne suis pas étonné par rapport à ça parce que ce sont les conséquences de cette éducation. Et on le vit. On le vit dans notre vie de chaque jour. Vous vous rendez compte qu'on n'écoute que quand c'est l'Occident qui parle. Par exemple, on va y arriver, cette histoire de migrants. Il y a eu beaucoup des ONG africains qui ont commencé à en parler, ça fait 2 années déjà. Mais il aurait fallu qu'il y ait CNN qui le fasse passer pour que nous voyions de panafricanistes du dimanche, j'aimerais bien dire ça, soi-disant, qui se lèvent et tout le monde commence à dénoncer. Et pourtant, c'est quelque chose que les Africains eux-mêmes le parlaient. Mais puisqu'on ne sait pas écouter ce qui nous ressemble, parce qu'on nous a éduqués à pouvoir nous haïr, à pouvoir haïr tout ce qui a trait à notre ancestralité, eh ben, on a des gens pareils. Et puis, il y a un autre élément négatif dans ce système, ce sont les méthodes d'apprentissage. Les méthodes d'apprentissage et d'évaluation extrêmement inadaptées par rapport à la singularité des enfants. Vous vous rendez compte, avec notre système ou le système que l'Occident nous a légué ici, il y a un professeur qui est là devant les élèves, c'est lui seul, le seul détenteur de connaissances, et il semble imposer aux enfants sa vision à lui du monde. Je me rappelle d'une histoire qui s'est déroulée entre moi et un jeune garçon, parce que moi, je passe plus de temps avec des élèves où j'essaie de comprendre leur psychologie pour essayer d'adapter mon histoire. Un jour, il y a eu un petit garçon de l'école primaire. Il devait étudier une leçon ayant trait aux entrées de premiers occidentaux ici en Afrique, durant les périodes 1400-1500. Le petit garçon m'a demandé si je pourrais lui raconter comment cela s'est déroulé. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Moi, je l'ai dit, quand on dit que qui a découvert, donc l'homme qui a découvert, c'est comme si dans ce milieu, il n'y avait pas des humains. Or, quand les premiers explorateurs occidentaux sont arrivés ici en Afrique, eh ben, ils ont croisé des gens en train de faire des commerces sur terrain. Je parle pas précisément de barbares Diego Cao et ses amis, parce que pour moi, ce sont des barbares qui sont venus implanter les désordres ici chez nous. Oui, c'est curieux que vous les appeliez les barbares. Je les appelle les barbares parce que lorsqu'on se réfère... ils ont appelé les Noirs les barbares. Ah, ils devaient aller vérifier la signification, le contenu sémantique du mot barbare. Ce qu'ils ont fait, c'est ça le barbarisme, la violence et consorts, c'est tout ce qu'ils ont apporté. Ces gens sont arrivés, ils ont vu des gens en train de faire les affaires. Et ils les ont approchés pour leur demander... Ils ne les ont pas découverts. Ils ne les ont pas découverts parce que ces gens étaient là. Vous voyez? On ne dira pas au premier Africain qui est arrivé en Europe qu'il a découvert l'Europe. Vous voyez? On n'a jamais parlé de l'homme qui a découvert la France, donc le premier Noir qui est arrivé en France. Et comment, donc cela veut dire, quand on parle de l'homme, c'est que ceux qui étaient là n'étaient pas des hommes. Vous voyez? C'était des bêtes. Ce qu'ils nous considéraient comme étant des êtres inférieurs, des indigènes comme ils nous appelaient. Donc, du fait que ces gens sont venus, ils ont vu des hommes, et ben ils n'ont pas découvert. C'était plutôt une rencontre qui s'est réalisée. Parce qu'il y avait des hommes. L'enfant est allé à l'école. Et le monsieur a fait l'annonce du sujet. Et il les a demandé, celui qui a découvert. L'enfant, le professeur, il y a un des élèves qui a pu dire, c'était Diego Cao. Et l'enfant avec qui j'ai eu à converser a pu dire au monsieur, non monsieur, c'est pas vrai parce qu'il y avait des gens là-bas. Diego Cao et ses amis ont croisé des Africains qui travaillaient. Ils ont rencontré des gens. Vous savez ce qui se fait? Le monsieur a tabassé, a frappé cet enfant. Il a frappé cet enfant et il l'a insulté. Le soir, on se voit avec le garçon, il me dit, vous m'avez menti. J'ai dit, par rapport à quoi? Il a dit, je dis ce que vous m'avez dit et le professeur m'a frappé. Vous imaginez ce type de méthode d'apprentissage, de méthode aussi très passive, où on en prend des enfants des théories qu'ils ne sauront appliquer parce que la manière dont le monsieur apprend, donc c'est tellement livresque que les connaissances semblent passer quasiment inaperçues dans l'esprit de l'enfant. Oui. Deuxièmement, la méthode d'évaluation scolaire. On évalue les enfants en fonction des autres. Vous voyez? Cela fait accroître le complexe des supériorités chez les uns, ceux qui semblent évoluer, et fait accroître le complexe d'infériorité chez ceux qui semblent ne pas évoluer par rapport au système. Vous voyez?
Et puis encore un autre problème, le système d'orientation. On oriente les enfants ici comment? Il suffirait que son parent se dise « Ah, moi, j'aimerais bien que mon enfant soit médecin. » Que l'enfant ait ou ne pas avoir des compétences dans ce domaine-là, bah, l'enfant sera obligé de le faire. Et on oublie que cela encourage tous ces problèmes dont nous décrions ici de la corruption. C'est déjà à l'école que l'enfant apprend la corruption. Parce que le système ne prône pas la méritocratie. Vous voyez? Le cycle d'orientation, ça ne sert à rien parce qu'on n'a jamais orienté des enfants. Et quand on échoue déjà au niveau du secondaire, soyez-en sûrs qu'au niveau universitaire, c'est déjà de la merde. Moi, par exemple, pour être franc, j'ai fait mes études universitaires ici au Congo. Je n'étais pas un étudiant régulier. Je passais plus mes temps dans mes voyages. Et je prenais mes syllabus durant mes voyages, j'étudiais. Et vu que j'ai reçu des formations de base qui étaient très bien faites, très solides, cela ne m'a jamais posé de difficulté pour pouvoir avoir de la dextérité intellectuelle par rapport à l'université. Or, lorsque déjà on échoue sur les bases, la suite c'est rien. Vous voyez? Et puis il y a un autre mauvais élément, les conditions déplorables de la vie des enseignants. Vous voyez? Ou des éducateurs qui sont censés donner les connaissances aux enfants. Vous vous imaginez un monsieur qui obtient un salaire où il ne peut même pas se payer le loyer à la maison, où il ne peut même pas se payer les histoires pour ses enfants. Qu'est-ce que vous imaginez qu'une telle personne puisse faire de son métier? Ben, ça devenait un moyen pour lui pour pouvoir capter de l'argent. Moi, je pense que ça doit être des gens qui devaient être le mieux payés. Ça devait être des fonctions qui devaient être le mieux payées. Parce qu'à un moment, on donne plus d'argent aux politiciens. Cela encourage quasiment tout le monde à aller vers la politique. Et pourtant, on devait réduire le montant qu'on donne par exemple aux députés. On devait réduire le montant qu'on donne aux ministres. Parce qu'en réalité, ils sont honorables, excellents en rien. Aux enseignants. Pour donner plus aux hommes de métier. Par exemple, ceux qui se donnent sur la tâche et l'enseignement. Demain, moi, je vois que ça ne va plus être l'enseignement. Moi, je vois l'éducation. Mais au moins, ceux qui se donnent sur cette tâche-là, ils devaient être des gens très bien payés parce qu'ils ont la lourde responsabilité de s'occuper de type de cerveau dont le pays a besoin. Vous voyez? Donc, ils sont pour moi, à mes yeux, plus importants que les députés, plus importants que beaucoup de ministres. On devait le réduire leurs frais de fonctionnement pour donner à ces gens-là. Y a-t-il un autre désavantage? Bon, j'ai quasiment cité les grandes lignes des avantages du système congolais. Mais puisque vous avez commencé par épingler les points forts de notre système éducatif, et vous venez d'épingler 5 points faibles de notre système éducatif, est-ce que avec ce système éducatif, l'émergence du Congo à l'horizon 2030 est-elle possible? À moins que je sois saoulé pour y croire. Mais avec mon esprit en place, je sais que c'est du pipeau, c'est juste pour faire plaisir aux incultes qui passent leur temps à pouvoir suivre les discours politiciens. Moi, en réalité, j'y crois pas. À la manière dont évoluent les choses. Chez vous, justement. Dans mon esprit, je suis en train de voir que nous sommes en train d'évoluer tout droit vers un chaos social. Ce n'est pas propre aux histoires politiques qui se passent ici dans notre pays. Au fait, je le regarde sous l'angle de toute l'Afrique et du monde en général. Parce que la question de l'éducation ne tape pas que sur le Congo. C'est quasiment dans toutes les régions d'Afrique, mais surtout dans le secteur dit francophone. Parce que c'est un secteur qui a connu un degré de psychopathie extraordinaire. Donc, psychopathie. C'est de la psychopathie. L'aliénation, c'est de la psychopathie. Oui, une anomalie. Une anomalie de l'esprit. Une maladie. Une maladie de l'esprit. J'allais dire. Oui. Avec l'assimilation coloniale, la politique appliquée, eh ben, nous avons des psychopathes aliénés dans ce pays. Donc, des gens décomplexés, des gens qui ont honte de leur africanité. Et puis, ils se disent de fois être serviteurs de Dieu ou quoi que ce soit, mais au moment où en réalité, ils n'aiment même pas la manière dont Dieu les a créés. Dieu les a créés des Africains, mais ils s'efforcent à se donner des ancêtres d'autres peuples. Ils s'efforcent à porter des spiritualités d'autres peuples. Ils se forcent même à vivre et à manger comme d'autres peuples au moment où les réalités de leur pays est autre chose. Vous voyez? Alors, Monsieur Patrick, là nous entrons dans les fonds des choses. Parce que notre émission, elle est à la fois une émission éducative et une émission utile pour la société. Parmi les Africains, il en est qui ont créé la négritude. La manière d'être nègre, de se sentir comme nègre, d'agir comme nègre.
Nègres, c'est-à-dire ceux dont la mélanine a coloré leur peau de noir. C'est un terme un petit peu péjoratif, il faut l'employer avec mesure. Vous dites que nous sommes en train d'avancer vers le chaos. Le chaos. Mais l'idée a été lancée, l'émergence vers l'horizon 2030. Que faut-il faire pour que cette émergence-là soit possible avec notre système éducatif? Il faudra la révolutionner. Moi, je parle d'une révolution. Je ne parle pas de petites réformettes ou de réformes qui se font. Pas la révolution de la modernité. Je ne sais pas. Là, je ne connais pas le contenu de cette histoire, mais je parle d'une révolution du système éducatif. Révolution. Parce qu'il y a une différence entre réforme et révolution. Si je devais l'évaluer sur 100, la réforme, c'est un changement qui se réalise à moins de 40%. Or, la révolution, c'est quand ça dépasse le 50 ou le 60%. Vous voyez? Et on change radicalement. En profondeur. Tout à fait. Il faudra faire une révolution de notre système éducatif pour pouvoir l'adapter déjà aux réalités présentes, mais surtout aux réalités de l'avenir. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir? Il faudrait combien de temps pour ça? Non, moi, dans mon plan, dans ce que moi j'ai mis en place, j'avais planifié une histoire qui devait nous prendre au moins entre 6 à 7 ans. Mais durant les périodes que vous avez commencé, ça, je crois que maintenant, on aurait pu déjà finir la transformation en profondeur. Avec le moyen qu'on pourrait détenir. 6 à 7 ans, ça ne fait même pas une génération. Même pas une génération. En fait, je me suis inspiré de toutes les sociétés qui se sont transformées. Parce que j'ai eu mon temps de lire comment la Chine s'est transformée, comment les États-Unis d'Amérique s'est transformés, comment l'Occident s'est transformé, comment nos ancêtres africains ont pu transformer nos sociétés. J'ai compris tous ces éléments-là. J'ai compris que tout doit d'abord commencer par l'homme. Aussitôt que l'homme a déjà des dextérités naturelles ou acquises à la suite d'une certaine formation, eh ben, le reste, ce sera un petit problème pour que ça puisse arriver d'elle-même, en fait. Vous voyez? Donc, ça ne prendra même pas une génération, parce que c'est possible de réaliser le miracle africain. Nous avons tenté d'adopter des paradigmes de développement dont l'Occident nous a imposés. Vous voyez? Or, avec la vision que moi je compte mettre en place, c'est un paradigme de développement propre à l'Afrique. Si l'Occident a commencé par tel ou tel autre élément, mais c'est parce que les éléments culturels de leur société le permettaient déjà. Mais chez nous, ici, déjà, les éléments culturels que nous avons de nos jours ne nous permettront pas déjà de pouvoir nous émanciper. Et en plus, ce que l'école nous donne, ça ne nous permettra jamais. Vous imaginez une société où les gens meurent pour des petites histoires, des petites maladies dont on pourrait éradiquer facilement, où les gens souffrent à cause des ignorances inutiles et de l'égoïsme inutile. Vous imaginez dans une telle société, au lieu qu'il y ait le nombre des écoles qui se multiplient, mais c'est plutôt des églises qui se multiplient. Je ne sais pas de quel Dieu il parle, ce gens-là. C'est le Dieu de miracles, c'est le Dieu de l'argent, c'est le Dieu de tout ça. Ça ne fait qu'abrutir encore la population. Au lieu de pouvoir aider la population, de pouvoir s'émanciper en leur donnant des informations qui pourraient leur être instructives, qui pourraient leur permettre de pouvoir s'émanciper. Donc, nos grands problèmes, nous avons pu développer sur des paradigmes qui ne sont pas africains, des paradigmes purement occidentaux, et nous devions nous-mêmes nous construire nos propres paradigmes. Et parmi ces paradigmes, moi, je propose une théorie qu'on pourrait discuter, parce que on pourrait d'abord déjà discuter cela, de manière à ce qu'on puisse voir s'il y a quelques failles dans ce que moi je compte mettre en place. Mais c'est déjà un élément qui pourrait nous permettre de pouvoir nous y mettre et puis y appliquer et avoir des résultats ensuite. C'est quoi le système? Je propose un autre système. En 2 mots. Oui. En 2 mots, c'est un système qui va donner aux enfants plus des ailes et plus de racines. Parce que c'est tout ce qui manque à l'enfant africain noir, surtout, dit francophone. Il n'est ni enraciné par rapport aux réalités de son milieu. Sa vision, c'est l'Occident. Il n'a ni la dextérité intellectuelle, donc ni les ailes pour pouvoir se développer. Mon système se base sur ces 2 éléments. Je veux lui donner plus de racines pour pouvoir aimer son milieu, parce que pour transformer le Congo, il faut déjà l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, vous ne saurez rien y faire. Votre seul but, ce sera de fuir. Alors là, vous me donnez des véritables béquilles pour faire un transfert vers ce que j'ai appelé et énoncé tout à l'heure, les migrants. Les migrants. Que représentent les migrants africains
qui vont en Europe comme leur Eldorado, qui veulent faire la vie en Europe. J'ai rencontré un ami qui me disait, mon cher, j'aimerais bien manger que de rester chez moi sans manger. Comment vais-je vivre? Et bien manger pour lui, c'est aller en Europe. Au fait, que représente-t-il, comme vous avez posé la question? Il ne représente aucune main-d'œuvre à bas prix, manipulable. Parce que la plupart de ceux noirs qui vont là-bas, la plupart, qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Ce sont des petites tâches qui ne seront pas faites ici au pays. Vous voyez? Parce qu'il s'est dit, je ne peux pas. Mais là, ils acceptent cela. Oui. Bon, ils sont payés. Bon, il y a quand même, il faut avouer certaines choses. Les conditions de vie sont différentes. Au fait, là-bas, au niveau de l'Occident, eh ben, les questions, par exemple, de manger ne signifient pas grand-chose, ou de se vêtir, par exemple. Ce sont des besoins déjà que l'État a pu résoudre de manière générale. Mais il ne suffit pas de manger ni de boire. On a d'autres rêves dans la vie. Vous voyez? On a des rêves de s'acheter aussi un jour une maison à soi. On a des rêves d'avoir une famille qu'on saurait bien élevée. On a des rêves de réaliser aussi autre chose. Parce que l'homme, c'est un être qui est en perpétuel mouvement de désir, qui ne fait que changer. Vous voyez? Et eux disent que, justement, le fait de se soucier de ce que doivent être ses enfants, de ce que doit être sa femme, de ce que doit être son avenir, la perspective est sombre plutôt en Afrique. Oui, la perspective est sombre. C'est là que je vais distribuer les responsabilités aux différentes personnes. Parce que tous ceux qui vont là-bas, bah, c'est toujours pas des gens qui sont un petit peu trop acculturés par rapport aux réalités congolaises. Il y a d'autres qui, vraiment, les réalités ne permettent pas ici. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les politiques mettent en place des conditions qui ne permettent pas à ce que la population puisse se retrouver. S'il y a réellement une injustice sociale qui se réalise dans nos sociétés africaines, et notamment chez nous ici en RDC, où il y a un petit groupe de gens, une petite oligarchie, qui vit de manière, comment je pourrais dire, de manière faramineuse, et que la grande masse ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne redistribution de richesses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision de société claire et précise. Vous voyez, à appliquer ici chez nous. Ce sont plus de théories fumeuses qu'ils vendent aux populations. Et puisque les gens pensent que quand on parle français, c'est qu'on parle de bonnes choses, on lui donne du crédit. Mais parmi ces migrants qui partent, il n'y a pas que des gens qui ne se retrouvent vraiment plus, qui devaient bouger. Mais il y a aussi des gens, moi j'ai connu des gens, qui avait peut-être des affaires ici d'un fonds de roulement de, par exemple, 10 000 $. Mais il prend tous ces 10 000 $, le sacrifie, parce que pour lui, tout ce qu'il fait ici, ce sont des en attendant. Et il préfère aller ramasser des pommes ou des tomates là-bas en Europe. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est fut un paradis pour lui. Bon, à un moment, je le comprends parce que les bases de toute cette acculturation, cette aliénation mentale, c'est l'éducation, comme je l'ai dit dans le contenu de matière qui sont totalement extravertis. On parle aux enfants, quand c'est la France, ceci, cela, ils connaissent mieux l'histoire de la France, par exemple, que par rapport à l'histoire de la Gombe ici ou par exemple de Lingwala. Et on lui dit que c'est le paradis, Poto et Mundele. Et une telle personne, dans son esprit, tout ce qu'il fait ici, c'est dit, moi je suis dans un enfer, il serait mieux pour moi de tout faire pour pouvoir aller. Vous voyez? Alors, il nous reste plus ou moins 5 minutes. Oui. Récemment, le président français Emmanuel Macron a visité l'Afrique. Il est arrivé en Côte d'Ivoire puis au Ghana. Et aux jeunes étudiants de la Côte d'Ivoire, il a dit « Je ne suis pas de la génération qui a connu la colonisation. Je ne suis pas de la génération qui a connu la France-Afrique. » Et il a dit « Ça n'existe plus. » Cette histoire de France-Afrique. C'est ce qu'il dit. Maintenant, c'est la coopération. J'invente le vocable égalitariste, dont nous coopérons sur un pied d'égalité. Et ce que je vous dis, vous, Africains, c'est ce que je fais. Parce que je ne suis pas, bon, concrétisons, je ne suis pas Hollande, je ne suis pas Sarkozy, je ne suis François Mitterrand, j'en passe et de meilleurs.
est-ce que vous croyez vraiment au discours que M. Emmanuel Macron a tenu aux Africains en Côte d'Ivoire et à moins au que je Ghana? sois ivre pour y croire. Mais même si j'étais ivre, je ne crois pas que j'y croirais. Vous voyez, Qu'est-ce qui ne ferait la pas que vous puissiez y la croire? vérité dans les relations entre les États, ce sont les intérêts. Le monsieur est venu, non pas pour s'adresser aux Africains vraiment, mais il est venu pour préserver les intérêts français ici, en Afrique. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, le monde est en train de changer. La géopolitique mondiale est en train de changer. Hier, ils étaient les gens qui avaient la totalité de mots à dire ici en Afrique. Mais aujourd'hui, petit à petit, avec tout ce qui commence à se faire partout dans le monde, les Africains commencent à prendre conscience de leur avenir. Et petit à petit, certains dirigeants africains commencent un petit peu à rompre avec les relations du père et du fils, comme ça a été durant les périodes coloniales. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se fait? La France est devenue un pays très endetté à l'intérieur. Un pays qui n'a plus des capacités de pouvoir subvenir aux besoins de sa population à l'intérieur là-bas. Pourquoi? Parce que la Chine est en train de lui damer de pions ici en Afrique. En prenant là où ils avaient la facilité d'avoir des ressources énergétiques ou économiques facilement. Vous voyez? Le monsieur vient en réalité au-delà de tous ces discours de mots pour préserver ces histoires-là. Vous comprenez cela? Ça n'a rien à voir avec nous autres Africains. Il est venu pour ces histoires à lui. Moi, en réalité, ce sont des discours que je passe même pas trop de temps à écouter parce que je me dis, je ne crois pas au Père Noël. Je ne crois pas au Père Noël et je suis plus à cet âge-là, en fait. Alors, M. Patrick Balelo, quand les présidents européens viennent tenir un discours comme ça en Afrique, son discours, du point de vue de son contenu, est un peu différent, même ses attitudes, par rapport à ce que Sarkozy a fait, l'arrogance qu'il a eu ainsi de suite. Mettre en place. Il a dit, vous Congolais, vous avez un vaste vous n'êtes pas entré dans l'histoire. Vous n'êtes pas entré dans l'histoire, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas interpellateur quand même? Les discours me disent rien. C'est les actions qui comptent le plus. Parce que les gens parlent, mais ils n'agissent pas. Vous voyez? Je ne suis plus à l'âge d'écouter les discours. Moi, je regarde les actions posées. Il y a beaucoup de politiciens qui se disent panafricains, mais les actions ne vont pas dans ce sens-là. Et ça fait insulter même le terme panafricain. Parce que qui dit panafricain devait travailler pour le compte de l'Afrique. Et cela devait se faire dans les actions de chaque jour. L'intérêt du peuple africain d'abord. Il y a beaucoup de discours doux de l'Occident, mais qui dans les faits n'est pas ça. Vous voyez? C'est comme disait Saint-Augustin, quelqu'un peut être cruel en pardonnant, mais un autre peut être méchant. Il peut être miséricordieux en punissant. De nos jours, c'est la force de la parole. Les politiques comprennent qu'ils doivent savoir avoir la dextérité de la parole. Parce que tout, c'est la parole. La parole a une force de transformer les esprits, de téléguider les gens, de manipuler les gens en fait. Et pour moi, ce sont des discours manipulateurs parce que je me souviens, on a pu tuer Lumumba, j'ai vu l'Occident réclamer, non, nous ne sommes pas contents de ce qui se fait, ceci, cela. Au moment où en réalité les enquêtes démontrent à suffisance que la décision de la mort de Lumumba n'était pas une question africaine, ça venait de l'Occident. Tout récemment, lors de l'inauguration du bâtiment de l'ambassade de la Belgique, il y a un groupe de jeunes Congolais qui est allé... Ah bon, là c'est une autre histoire. Pour revendiquer le corps de Lumumba. Là c'est une autre histoire. Ah, comment vous avez trouvé ça? Bah, on regarde, on voit ce qui se fait, c'est la politique. Alors, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission. Maintenant, dites deux mots aux jeunes Africains, aux jeunes Congolais qui vous suivent, surtout aux jeunes Congolais parce que la question de l'émergence les concerne en premier lieu. Est-ce que le Congo va-t-il être un pays émergent à l'horizon 2030 ou est-ce qu'il faut conjuguer des efforts, vraiment les conjuguer sérieusement pour atteindre l'émergence? Bon, à un moment, je me dis que la jeunesse n'a pas la main mise sur la gestion de choses. Moi, je m'adresse plutôt à l'élite congolaise, en fait. Parce que c'est eux qui peuvent faire pour changer les choses. Les mots, c'est bien, les discours, c'est beau.
Mais les actions, c'est mieux. Les actions qu'il faut poser devaient être des actions qui devaient nous aider à pouvoir atteindre ces dimensions de l'émergence comme on a tendance à l'écouter deux fois. Parce que ça semble être des chansons dans le vide. Les actions qui devaient aller dans ce sens, ça devait aller sur l'humain d'abord. Parce que le plus grand frein du Congo, c'est d'abord la nature de l'Africain que nous avons de nos jours, congolais. Qui est lui-même, de la manière dont on l'a formé, de la manière dont il vit, de la culture dont il a, de nos jours, ne corrobore pas à l'idée d'une émancipation qui nous permettrait d'atteindre le développement. Toute action qui se fera autre que l'action de transformer l'humain dans sa nature intrinsèque, ce sera des actions dans le vide qui ne portera aucun fruit. Donc, je prierai aux autorités politiques surtout, et à l'élite intellectuelle, au lieu de distraire les gens sur des débats, sur des virgules, des points, de ces histoires-là que vous faites, laissez la tâche à certaines personnes, ceux qui se battent pour ces histoires-là. Focalisez-vous sur le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est l'homme congolais. Le vrai sujet, c'est l'avenir du Congo. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là. Demain, vous ne serez plus là. Demain, vous deviendrez des gens normaux. Qu'avez-vous fait pour que ça change? C'est ça la grande question que la génération de demain vous demandera. Et je suis sûr que vous manquerez de réponses. Et vous, tout ce que vous pillez ici pour aller investir ailleurs, sachez-les que l'Occident va vous les récupérer demain. Tout ce que vous construisez ici de manière bizarre, sachez-les que demain, si les jeux changeaient, vous allez tout perdre. Ça risquera d'être un cas où personne ne va trouver intérêt ou bénéfice. Prenez conscience, nous n'avons que ce pays. Ça ne vaut pas la peine de le mettre à 100. Travaillons dans le sens de transformer l'homme. Il y a un plan pour ça. Allons-y et transformons le Congo. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Balelo, d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous également qui avez suivi cet entretien, cette émission. Je vous demande de réagir par le numéro qui est en bas de votre écran. Ça, vous allez réagir dans les réseaux sociaux. Merci, Monsieur Patrick, une fois de plus, d'avoir apporté cette réflexion, surtout à notre pays, à notre jeunesse, à l'intellectuel, comme vous l'avez dit. Merci à l'équipe technique. Merci à toutes et à tous. La rediffusion, c'est ce mardi à partir de 11 h. Je vous attends. J'attends vos réactions. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre l'émission ce lundi à partir de 21 h, demain, mardi, si vous avez l'occasion de suivre l'émission, réagissez toujours par les réseaux sociaux, par la toile. Nous allons vous répondre au cas où vous poseriez des questions. Merci beaucoup. C'est plutôt moi qui vous remercie.